Bienvenue au musée du Louvre-Lens. Je suis Marie Gore, je suis chargée de recherche et de documentation au musée. J'ai travaillé sur cette exposition avec notre directrice Marie Lavandier et avec Vincent Pomaret, conservateur au Louvre. Et nous avons également eu la compagnie et le compagnonnage de l'artiste contemporain Laurent Pernaut qui a élaboré la scénographie de cette exposition. Au Louvre-Lens, il paraît évident de faire une exposition sur le paysage parce que nous sommes un musée inscrit dans un parc de plus de 22 hectares qui a été paysagé par une grande paysagiste qui s'appelle Catherine Mosbach. Par ailleurs, nous nous trouvons également dans un territoire qui est l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, donc un paysage tout à fait extraordinaire et singulier qui évolue dans le temps, qui se métamorphose, qui est donc très intéressant à regarder vivre. Mais c'est aussi une exposition dont l'idée est venue il y a bien longtemps, avant même la naissance du musée. Ça fait donc plus de 10 ans que l'idée a germé, qu'il serait bien ici de faire une exposition sur le paysage. Et puis cette idée, elle est restée à l'état de graine, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il paraisse important et juste à notre directrice de véritablement l'amener à la réalité. Et cette raison-là, c'est que au bout de 10 ans d'existence, le musée est devenu mature, son parc également. Son parc est vraiment maintenant d'une très très grande beauté. Et nous partons maintenant sur un cycle d'exposition qui va traiter la position de l'homme dans son environnement. Donc cette exposition paysage, fenêtre sur la nature, est la première d'un cycle qui va être poursuivi ensuite par une exposition qui s'intitulera Animaux fantastiques et par une troisième exposition qui s'intitulera Monde souterrain. La scénographie de cette exposition, je l'ai abordée de plusieurs manières. J'ai d'abord envisagé ce parcours comme une traversée temporelle. Une traversée temporelle qui commence avec l'obscurité, qui ensuite se poursuit dans une aurore et qui progressivement nous amène à la lumière du jour jusqu'à nous reconduire dans l'obscurité. Donc c'est une expérience temporelle qui s'apparenterait au cycle d'un jour, mais c'est aussi une expérience temporelle qui pourrait nous projeter dans le temps de la Terre. C'est-à-dire que l'exposition nous amène et nous invite également à débuter, je dirais même au commencement de l'univers, avec l'apparition du cosmos et le surgissement de la vie sur la planète Terre, et nous conduit progressivement jusqu'au monde d'aujourd'hui, le présent, pour ensuite nous interroger sur notre devenir. Dès l'origine du projet, une des volontés des commissaires de l'exposition était de convier le cinéma. Cette première salle de l'exposition, elle s'intitule Le temps d'avant. Elle est consacrée aux premiers âges de la Terre, à la naissance de la nature. L'idée de cette salle, c'est de nous plonger finalement dans ce temps qui était celui avant que l'humanité apparaisse, avec une nature parfois puissante, une nature très riche, très diversifiée, une nature intouchée par l'homme. Dans l'exposition, on déambule comme dans un parc, comme dans un jardin. On a la possibilité d'avancer, de faire des pas de côté, de se perdre aussi parfois, de s'y cacher même pour les enfants, puisqu'il y a certains éléments qui ont été pensés, imaginés pour les enfants. Il y a également beaucoup de jeux de perspective.
Les notions de nature et de paysage n'ont sans doute pas toujours existé. Ce sont des notions extrêmement complexes, pleines de paradoxes et d'ambiguïtés. Et d'ailleurs, certains chercheurs le montrent bien. Aujourd'hui, on est dans une période qui réfléchit ces notions et qui les révolutionne. Nous avons découvert des textes de recherche qui nous ont inspirés. Je pense notamment aux recherches d'un chercheur du Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle Frédéric Ducarme, dont j'ai découvert quelques articles et je me suis rendu compte que cette notion de nature était à la fois ambiguë, à la fois qu'elle avait un développement dans l'histoire et à la fois qu'elle avait aussi pâti de son statut populaire. Le mot nature, c'est un mot qui n'est pas scientifique. Et donc aujourd'hui, on cherche à creuser, à comprendre ce qu'il veut dire. Dans l'exposition, nous sommes partis de plusieurs idées. La première, c'est l'idée qui est développée par un autre chercheur qui s'appelle Florian Métral, qui a contribué au catalogue de l'exposition, qu'au XVe siècle, il se passe quelque chose. Alors ça, on le sait, c'est la Renaissance, c'est l'humanisme. Les artistes ont envie de montrer leur dignité. Et dans ce contexte-là, eh bien, l'idée de la création du monde prend une certaine importance. On cherche à savoir quelles sont les origines de l'univers, d'où l'on vient, où l'on va. Et donc, à partir du XVe siècle, l'artiste se voit comme un créateur de monde. Il y a une métaphore qui date de l'Antiquité, qui compare un dieu créateur de monde, ce que l'on appelle notamment un démiurge, à un artiste. On parle de Deus artifex par exemple. Eh bien, à la Renaissance, les artistes récupèrent cette métaphore et ils se disent, eh bien, nous créons des chefs-d'œuvre et ces chefs-d'œuvre, ce sont des mondes, de la même manière que Dieu a créé un monde qui est un chef-d'œuvre et notamment un chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre qui est le paradis. Alors c'était intéressant pour nous de se concentrer au début de l'exposition sur cette idée des origines et d'aller voir du côté de 2 ou 3 civilisations et spiritualités différentes cette idée de la création du monde. Comment est-ce qu'on crée un monde concrètement? Par exemple, chez les Égyptiens, ici nous avons un magnifique papyrus issu des collections du Louvre, le papyrus d'Imenem-Saouf, et on y voit notamment une représentation du cosmos avec la déesse Nout, qui est la voûte céleste, sous elle le soleil Ré, et sous elle encore le dieu Chou, un petit peu bizarre, qui a les bras levés comme ceci. Pourquoi? Parce que dans l'une des cosmogonies égyptiennes, il y en a plusieurs, dans la cosmogonie d'Héliopolis, ville du delta du Nil, eh bien on imagine que à l'origine, finalement, on a un couple qui est la voûte céleste, Nout, et le dieu de la terre, Geb, et que ces deux entités sont en fusion l'une avec l'autre, sont trop amoureux. Donc le dieu Démiurge, Atum, va demander au souffle solaire, qui s'appelle Chou, de séparer ces deux amoureux. Et c'est ce que l'on voit ici. On voit le dieu Chou qui lève les bras et qui sépare de cette manière-là Nout et le sol et la terre que l'on peut associer à l'idée du dieu Geb. Et donc de cette séparation va naître l'atmosphère et évidemment le paysage. Et c'est cet espace, c'est cette notion d'espace qui va beaucoup nous intéresser dans l'exposition. Il y a toutes sortes de techniques pour représenter un paysage. Ces techniques ont évolué au cours du temps et c'est un des points d'intérêt peut-être de l'exposition que de les présenter non pas de manière chronologique mais tout au long de l'exposition vous allez découvrir différentes manières d'aborder ce que c'est qu'un paysage et sa technique. Cela dit, nous avons envisagé les choses de manière très pragmatique puisque nous commençons avec la première section avec vraiment un travail qui est le travail de l'esquisse, le travail de l'étude, un travail préalable à la création d'un paysage et nous avançons dans l'exposition au fur et à mesure de l'avancée de ce travail sur le paysage jusqu'à terminer avec des paysages à la fois tout à fait complets et également de dimensions bien supérieures à celles des esquisses que vous pouvez voir dans mon dos. Ce qui intéressait notamment beaucoup Vincent Pomarède, c'était l'idée du fragment et nous nous sommes beaucoup accordés là-dessus parce qu'effectivement dans le paysage il y a cette dimension très dynamique de le fragment et le tout. Et comment ces deux choses-là dialoguent? Philosophiquement, c'est également une question très intéressante. Et il s'avère que dans beaucoup de manuels
qui explique comment réaliser des paysages, des manuels réalisés par des artistes paysagistes. On vous conseille dans un premier temps d'aborder le fragment, c'est-à-dire le motif. Et ces motifs, dans un manuel du début du XVIIIe siècle, d'un peintre français qui s'appelait Roger de Pile, eh bien, ils sont intitulés « Ornements de la nature », d'où le nom de la section. Et ces ornements de la nature, ils sont de divers types. Roger de Pile il les cite les uns après les autres. Nous sommes concentrés sur 4 de ces motifs pour des raisons de synthèse. Et je vous propose donc de regarder ce magnifique dessin de Claude Gelée, dit Le Lorrain, un artiste français du XVIIe siècle qui a résidé à Rome, qui s'est beaucoup promené dans la région romaine et qui a beaucoup étudié les paysages en Italie, mais aussi en France, et qui était surtout extrêmement connu pour sortir de son atelier et aller passer énormément de temps au contact de la nature elle-même. C'est quelqu'un qui passait du temps à regarder la manière dont le ciel pouvait changer de couleur, et c'est aussi quelqu'un qui se posait devant des arbres et qui les dessinait inlassablement pour apprendre, pour les capter de la manière la plus complète possible. Ici, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est ce travail à la fois graphique avec la plume et l'encre, et également pictural avec un travail sur les lavis, c'est-à-dire des taches d'encre. Vous voyez que toute la composition finalement repose sur l'utilisation brillante de ces deux outils. Une partie inférieure traitée au lavis, dans l'ombre, et une partie supérieure travaillée de manière très aérienne, à la plume, donc très graphique. Ce qui va nous permettre de voir comment à la fois l'arbre s'ancre solidement dans le sol, mais aussi comment il s'étire vers le soleil et comment son feuillage va vibrer dans la lumière du soleil. Dans l'exposition, il nous a paru intéressant de présenter non seulement des œuvres occidentales, puisque le propos s'articule sur la peinture de paysage du XVe au XXe siècle et cette fameuse métaphore de l'artiste paysagiste qui se voit comme un démiurge, mais il nous a également semblé important de montrer qu'il se passe des choses ailleurs dans le monde, et notamment au Japon et en Chine, grande civilisation paysagère. C'était d'autant plus important que des œuvres comme celle-ci, une œuvre de Hiroshige, artiste japonais, eh bien, ce sont des œuvres qui vont à la fois nourrir les artistes occidentaux du XIXe siècle, par exemple les très célèbres impressionnistes, mais ce sont aussi des artistes qui se sont construits sur la connaissance d'œuvres occidentales, en particulier la peinture néerlandaise. Donc il y a comme ça une communication permanente entre l'Est et l'Ouest qu'il nous paraissait important de souligner. Et puis je dois dire aussi qu'on avait juste envie de voir ces très belles œuvres dans l'exposition. La deuxième section de l'exposition s'appelle la Grande Confrontation. Nous passons donc de l'idée de traiter des motifs séparés, des fragments de nature, à l'idée de l'assemblage de ces fragments au sein d'un paysage. Il nous paraissait intéressant d'évoquer la confrontation de l'artiste avec les vrais paysages, d'autant que cette confrontation va nous amener à évoquer l'espace, évidemment, et donc cette idée avec le paysage que sur un plan en 2 dimensions, qui est la toile, on va susciter une image en 3 dimensions. Alors comment parvenir à ce miracle-là ? Parce que c'est vraiment comme cela qu'on peut le voir. Eh bien, on peut agir de diverses manières. Il y a des outils, il y a des connaissances techniques comme celle de la perspective. La perspective, elle peut être mathématique ou linéaire, c'est-à-dire ancrée sur la géométrie. Elle peut être également atmosphérique, plutôt ancrée dans le travail de la couleur et des dégradés. Et puis elle peut être de diminution, c'est-à-dire qu'un élément vu au premier plan sera représenté plus grand qu'un élément à l'arrière-plan, parce que dans notre perception, ce qui est loin apparaît plus petit. Voilà, le sujet de la perspective est très vaste. Pour s'aider, les artistes vont avoir des outils, et une des singularités de l'exposition, c'est justement de vous présenter ces outils, ces trucages qu'utilisaient les artistes, ce qui leur a parfois d'ailleurs été reproché. Derrière moi, vous pouvez voir un ensemble de chambres. L'une d'entre elles s'appelle une chambre noire, et puis des chambres claires.
Le fonctionnement est assez similaire, c'est l'équipement qui est différent, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que ce sont des objets que les artistes vont emporter avec eux dans la nature pour capter les paysages. Vous voyez par exemple cette chambre portative, chambre noire, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être baladé. Eh bien, on va la positionner. Elle comprend une lentille à l'avant par laquelle va passer l'image du paysage. À l'intérieur de la boîte, l'image va s'inverser, de sorte qu'il y a besoin d'un miroir placé à l'intérieur pour la remettre à l'endroit. Et l'artiste va venir placer une feuille qui ressemble à un calque, un papier huilé, et il va venir reporter les points importants de la perspective. Et de cette manière-là, il aura la perspective la plus juste possible. Voilà, donc les artistes se rendent dans la nature elle-même et ils utilisent des outils pour capter la profondeur d'une manière ou d'une autre. On peut se dire que la composition d'un paysage ressemble un petit peu à de la grammaire, c'est-à-dire que on a des motifs, ces fameux 4 motifs dont je vous ai parlé, et qu'ils vont venir être combinés à la surface d'une toile. Et cette manière de les combiner, on pourrait finalement se dire que ça correspond à la manière de construire une phrase. Est-ce qu'il y a un langage universel ? Non. On parle des langues différentes selon les pays et les civilisations. C'est un petit peu la même chose avec le paysage, sachant que la peinture de paysage, c'est quelque chose que l'on va trouver dans certaines civilisations et pas d'autres, pour des raisons diverses et variées, qui sont d'ailleurs très intéressantes à envisager. Et je vous incite d'ailleurs à aller lire des choses du côté de l'anthropologie de la nature, et notamment Philippe Descola. Ici, nous avons affaire à un tableau d'ailleurs d'un artiste que Philippe Descola évoque parfois, notamment dans ses cours donnés au Collège de France. C'est un tableau d'un artiste qui s'appelle Frans Post, qui est un artiste du XVIIe siècle, un néerlandais, qui va partir au Brésil à la suite d'un aristocrate dans les valises duquel il se trouve et pour lequel il va peindre un certain nombre de représentations. Alors on voit que son objectif, c'est de montrer la richesse de cette terre colonisée. On a la végétation dans tous ses détails, et des détails parfois très rigolos parce qu'on a un arbre à ananas, on a également des animaux, un fourmilier au premier plan, ou tamanoir. On voit qu'il s'est intéressé également à montrer les spécificités de ce pays. Mais cette peinture, c'est aussi une peinture qui est faite pour le pouvoir, et elle exprime d'une certaine manière ce pouvoir et cette domination. Et c'est quelque chose que l'on trouvait également intéressant de montrer. Un paysage, c'est vrai, c'est une image qui peut être très belle, mais elle peut aussi receler des choses qui sont violentes, des choses qui sont beaucoup moins belles, et c'est le cas de cette image-là. L'iconographie ressemble à celle d'une image du paradis terrestre, comme les contemporains de Frans Post en peignaient à l'époque. Mais dans ce paradis terrestre, il y a un groupe de personnages en train de vaquer à leurs occupations, semble-t-il, de s'amuser. Simplement, si on les regarde de près, ces personnages, ils ont la peau noire, et ce ne sont pas des bergers et des bergères qui s'amusent, ce sont des esclaves sur une plantation de canne à sucre. Ce sont donc des êtres qui vivent un quotidien atroce et cruel, lié à l'esclavage qui, ici, est un de ces moments les plus intenses qui soient. Donc, regarder un paysage, c'est regarder effectivement une grammaire, c'est regarder un mystère qu'il est parfois intéressant de venir décrypter d'une autre manière. Juste à côté, une des grandes fiertés de l'exposition également, c'est un tableau de Frederick Edwin Church, un tableau qui représente la Colombie, parce que cet artiste américain, d'une des premières générations de peintres paysagistes de l'Amérique du Nord, eh bien, il va partir en voyage et il va venir explorer l'Amérique du Sud. Et donc on a ici la chance d'avoir une œuvre que l'on raccroche à un groupe qu'on appelle le groupe de la Hudson River School. Alors la Hudson River, c'est plutôt dans l'Amérique du Nord, mais comme c'est un grand voyageur, il a peint des images du pôle Nord comme de l'Amérique du Sud. Et dernière chose, Church était fasciné par les écrits de Alexander von Humboldt, qui était un chercheur allemand, un géographe, et il va donc suivre les mêmes itinéraires pour découvrir l'Amérique du Sud, ici la Colombie et la rivière Magdalena. Ce qui m'intéresse aussi dans cette exposition, c'est que nous sommes entourés de fantômes. C'est une exposition peuplée de fantômes, à la fois des fantômes d'artistes, qui pour la plupart sont morts, mais également des fantômes de paysages, des paysages qui n'existent plus aujourd'hui.
Et ces fantômes, j'avais envie de leur redonner vie, de leur redonner du mouvement. Et ce mouvement, cette vie, je l'ai pensé avec la lumière, en réanimant la lumière, en la faisant varier, en la faisant progresser dans des tonalités parfois proches de la nuit ou des tonalités beaucoup plus proches du jour, avec également des vibrations de lumière. Donc l'idée, c'était de permettre de faire l'expérience de ces œuvres comme on peut faire l'expérience d'un paysage lorsque nous sommes dans la nature. La baie d'Allon de Gaston Roulet, je l'ai choisie pour le dispositif que j'ai conçu pour l'exposition. Je l'ai mise en lumière parce que c'est un tableau qui m'intéressait par ses couleurs, par les pigments que l'artiste a employés. La plupart des pigments sont relativement bleutés, très froids, et donnent à ce paysage finalement une vision qu'on n'a plus aujourd'hui de ce même paysage à notre époque. Cette peinture, elle m'intéresse aussi parce qu'elle montre en quelque sorte un territoire très éloigné, presque exotique, mais ce qu'elle raconte, c'est autre chose. Elle raconte une expédition plutôt tragique qui est liée à la présence de l'armée française sur place. Et cette dimension tragique, elle est présente avec quelques tout petits détails dans le tableau qui nous montrent un cimetière, des croix. Et j'avais envie, par un travail de lumière, de mettre en avant ces différents aspects de la peinture qui m'intéressent. La dimension de contemplation, la dimension de beauté de ces paysages, la dimension spectaculaire également, qui correspondent à ces roches assez monumentales, et puis également cette histoire humaine présente de façon presque en arrière-plan, cette dimension de tragique, cette dimension qui nous relie à l'histoire, qui nous relie aussi à l'histoire de la colonisation. Ce tableau, en l'exposant à des variations de tonalité, de couleurs, d'intensité, j'avais envie de le montrer comme si l'on le regardait à travers différentes heures du jour. La baie d'Allongue, elle apparaît ici, parfois presque dans l'obscurité, et parfois en plein jour, dans des tonalités beaucoup plus chaleureuses. J'ai aussi imaginé ce dispositif d'éclairage sur certaines œuvres pour inciter non seulement à regarder autrement les œuvres, mais aussi pour les observer plus longuement. Pour représenter l'évolution des heures et des saisons en peinture, les artistes font face à un défi puisque, par définition, une peinture, c'est quelque chose d'immobile, c'est quelque chose de figé. Et donc il faut, sur ce support complètement figé, donner l'illusion du temps qui passe, de la lumière qui change, etc. Alors pour ce faire, il y a tout un ensemble de possibilités. Représenter les activités qui sont liées aux différentes heures du jour ou aux différentes saisons, mais aussi représenter l'évolution de la lumière du jour tout au long de la journée. Dans mon dos, vous voyez un superbe ensemble de pendants, de tableaux qui ont été réalisés pour fonctionner ensemble, qui nous ont été prêtés par le Musée des Beaux-Arts de Tours et qui sont les travaux d'une artiste femme du 19e siècle qui s'appelle Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont. Et cette artiste femme est assez célèbre à son époque, à vrai dire. Elle est allée chercher un maître pour apprendre la peinture et ce maître, c'est un artiste qui est représenté dans l'exposition à plusieurs reprises. Il s'appelle Pierre-Henri de Valenciennes, c'est vraiment un artiste très important pour l'histoire de l'art du paysage français et il conseille de mettre en parallèle deux moments du jour. Ici par exemple, le lever et le coucher. Et de cette manière-là, les deux se renforcent l'un l'autre et on perçoit encore mieux la manière dont la lumière évolue au cours du jour. Ici, Sarrazin de Belmont a choisi non seulement de représenter deux moments du jour, mais également deux angles différents d'un même endroit qui est le Forum romain à Rome. Donc c'est un travail assez adroit parce qu'elle nous fait voyager et on a un peu l'impression d'être immobile et que c'est le soleil qui mène sa course autour de nous. Alors, ce qui est assez subtil ici, c'est que non seulement ce travail, c'est un travail finalement qui va nous montrer les choses que nous connaissons, la course du soleil, mais de manière plus subtile, elle va évoquer également des questions philosophiques. Et c'est aussi quelque chose très probablement que lui a transmis Pierre-Henri de Valenciennes. Vous avez non seulement deux moments du jour, mais vous avez la référence à l'humanité finalement. Ici, on a une image qui représente les ruines du Forum romain. Donc, elle va évoquer le fait que cet empire
empire a été un empire magnifique et puis qu'un jour il est tombé. Enfin un jour, les historiens disent que ça ne s'est pas fait en un seul jour, de la même manière que Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Mais voilà, ça donne vraiment une visibilité sur ce forum en ruine et cela peut évoquer à la fois le fait que la vie humaine a un début et une fin, mais que les civilisations également, à une plus grande échelle, ont un début et une fin. Et donc cela met l'accent sur ce qu'on appelle la vanité de l'existence, d'une manière qui peut être vue comme étant un peu déprimante, c'est-à-dire que finalement une existence humaine, ça se termine toujours de la même manière. En revanche, le Soleil, lui, sa course, a priori pour autant qu'on sache, elle se répète chaque jour. Donc le rythme de la Terre, ça n'est pas le même que celui de la vie humaine. Il y a aussi une autre manière de représenter le temps qui passe, c'est sur un même support également, pourquoi pas, de venir représenter plusieurs moments du jour ou plusieurs saisons. Sur cet aspect-là, nous avons un objet également dans cette section qui s'appelle Au rythme de la nature, qui est un bouclier, quelque chose à quoi on ne s'attendrait pas nécessairement dans une exposition, très beau près du musée Unterlinden à Colmar, qui nous a fait un grand plaisir de ce fait. Et ce bouclier comporte une représentation du soleil au centre, autour duquel rayonnent les 4 saisons, mais également 4 types de chasses différents qui étaient le privilège de l'aristocrate qui a offert ce bouclier à un autre aristocrate. C'est un objet qui est assez intéressant parce qu'il va venir nous évoquer une dimension du paysage supplémentaire qui n'est plus seulement un objet esthétique, un objet philosophique, mais également un objet qui peut être un objet de pouvoir qui montre le pouvoir qu'un personnage peut avoir sur le temps et sur l'espace. Dans l'exposition, les couleurs varient tout au long du parcours de visite. C'est un travail très fin qu'a effectué Laurent Pernaut, le directeur artistique de l'exposition. C'est un travail qui va ici être vraiment en résonance avec le propos puisque cette évolution des couleurs tout au long du parcours évoque à la fois les heures du jour, mais elle évoque également les âges de la Terre. Donc j'ai privilégié dans l'ensemble des couleurs assez vives, assez fortes, parce que je voulais également que l'exposition soit une expérience joyeuse. Faire aussi d'un projet autour du paysage, de la nature, qui sont finalement des thèmes aujourd'hui qui peuvent apparaître comme assez anxiogènes, en réponse et au regard de ces préoccupations actuelles, ça me semblait important de renouer avec l'idée de plaisir, avec l'idée de joie, l'idée de célébration également. Depuis l'Antiquité, la représentation du paysage, en tout cas pour l'Occident, suit finalement deux trajectoires. Il y a celle qu'on pourrait évoquer comme étant un paysage pur et autonome, et puis par ailleurs un deuxième chemin est celui du paysage comme décor, que l'on trouve également dès l'Antiquité, avec quelques beaux exemples à Pompéi par exemple. On a souhaité justement aborder cette question-là du décor, du paysage qui viendrait se placer à l'arrière-plan d'une histoire pour la renforcer. Elle a particulièrement de pertinence du point de vue de notre fil conducteur qui est celui de l'artiste qui, en créant un paysage, crée un monde. Parce que si l'on suit les étapes assez habituelles des cosmogonies, il y a un moment où le paysage est prêt et où on vient rajouter un dernier élément qui est le petit bipède que chacun d'entre nous est et qui a eu d'ailleurs un impact assez fort sur les paysages en général, de sorte qu'aujourd'hui on parle d'une ère qui est celle de l'Anthropocène. Et dans cette section, on va pouvoir trouver des œuvres qui vont finalement de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. En France, il y a également une histoire qui est un petit peu singulière puisque à partir du XVIIe siècle, il y a une hiérarchie qui se met en place au sommet de laquelle se trouve une peinture qu'on appelle la peinture d'histoire, c'est-à-dire une peinture dans laquelle des personnages rejouent des mythes, des épisodes bibliques, etc. et qui nécessite de la part de l'artiste une grande érudition. Le paysage, dans cette hiérarchie, il n'est pas du tout placé tout en haut, il est placé plutôt un petit peu en bas, à peu près au même niveau que la nature morte. Parce que l'on estime qu'un artiste prestigieux est un artiste qui maîtrise finalement la représentation du corps humain. Et le paysage, c'est en gros un assemblage de choses mortes, en quelque sorte. Ça en dit long sur la perception de l'environnement. Et cette histoire va évoluer petit à petit.
On connaît un historien de l'art et artiste qui s'appelle Félibien, qui au XVIIe siècle théorise le fait justement que le paysage n'est pas le genre le plus important. Et arrive notre ami Roger de Pile, dont je vous ai parlé auparavant, qui publie un ouvrage au début du XVIIIe siècle où il dit que finalement un artiste est d'autant plus démiurge qu'il peint des paysages, parce qu'en peignant des paysages, il assemble les nuées, il assemble toutes sortes d'éléments, comme a pu le faire le créateur au moment de la Genèse. Petit à petit, grâce notamment à Roger de Pile qui va donner ses lettres de noblesse au paysage, on va voir les paysages prendre de plus en plus de place dans les peintures jusqu'à avoir arrivé à un genre qui s'appelle le paysage historique, qui est un genre reconnu, dans lequel les péripéties bibliques ou mythologiques ne prennent qu'une toute petite place, à l'image de l'œuvre qui est derrière moi, de Jean-Victor Bertin, le maître de Jean-Baptiste Camille Corot. Et c'est finalement parfois vu comme une étape vers la prise de pouvoir du paysage autonome. Parce que petit à petit, les artistes vont éliminer l'anecdote pour créer des paysages qui seront des paysages où finalement l'être humain est soit un tout petit détail, soit totalement absent. Nous sommes toujours dans la 4e section de l'exposition, cette 4e section qui porte sur le regard théâtral. Et dans cette dernière salle, ce que l'on peut évoquer, c'est notre artiste démiurge, toujours lui, qui a terminé son paysage et qui va vraiment prendre totalement le pouvoir en substituant son œuvre à celle de la nature. Notamment avec des travaux comme celui qui est derrière moi, ce panorama de Pierre Prévost. Alors ce n'est pas le panorama, en réalité c'est une esquisse de panorama. Les panoramas, c'est un objet vraiment extraordinaire du 19e siècle dont on a un peu perdu la connaissance. Les panoramas au 19e siècle sont une des plus grandes attractions qui plaisent à la fois à toute la population et aux gouvernants. Napoléon Ier, paraît-il, était absolument fasciné par les panoramas. Ce sont des constructions vraiment à échelle architecturale qui vont accueillir une toile gigantesque dans une rotonde. Ces toiles, elles peuvent faire plus de 100 mètres de long, plus de 10 mètres de haut, et on entre dans le bâtiment du panorama par un espace un peu exigu, de sorte que lorsqu'on arrive dans la rotonde où se trouve la toile, on a l'impression de découvrir d'un seul coup un monde entier, éclairé, mis en lumière, mis en musique, avec des objets parfois en 3D qui viennent prolonger l'illusion de la peinture, et c'est vraiment comme si on se trouvait immergé dans un nouveau monde. Les peintures représentées dans ces panoramas étaient soit des peintures de bataille, soit, comme avec la peinture de Pierre Prévost, des paysages qui pouvaient représenter les grandes capitales du monde, ou bien des paysages lointains, des paysages exotiques, les cimes des Alpes, en tout cas des lieux inaccessibles, et dans lesquels on se retrouvait complètement plongé. Et finalement, les visiteurs se retrouvaient dans ces panoramas à la place des acteurs, devant le décor. On raconte également que Jacques-Louis David, qui est un artiste français, faisait visiter ces panoramas à ses élèves et qu'il leur disait « si vous voulez étudier la nature, c'est là qu'il faut vous rendre ». Donc on arrive vraiment à cette conclusion de l'exposition avec un artiste démiurge qui a totalement pris possession du monde et qui, en se l'appropriant, remplace complètement le monde existant, le monde réel. La dernière salle de projection, je l'ai pensée plutôt au regard du monde contemporain. Il y a par exemple des films qui abordent la question du changement climatique, d'autres qui traitent de l'assujettissement de la nature aux industries, et d'autres encore qui abordent tout simplement la dimension d'impermanence qui est propre à la nature, et puis également qui rendent compte finalement de la fragilité même de l'environnement. La représentation du paysage entre le XVe et le XXe siècle obéit à certaines règles, et notamment une règle qu'on appelle parfois la mimésis, c'est-à-dire finalement qu'un paysage c'est une sorte de trompe-l'œil qui doit représenter la réalité visible, avec plus ou moins d'interprétation, de manière plus ou moins abstraite. Cette règle-là, elle est, elle est un petit peu
les artistes commencent à ne plus être très à l'aise avec elle au 19e et au 20e siècle. Il se passe des choses, ça secoue un peu dans tous les sens, avec notamment les romantiques, mais pas que. Et nous avons souhaité montrer ces soubresauts et ces nouveaux paysages qui vont apparaître au 19e et au 20e siècle. On va parler plutôt de paysages intérieurs, de paysages de l'âme, ou bien même de paysages qui flirtent avec l'abstraction. Derrière moi, vous pouvez voir un magnifique tableau d'une artiste américaine qui s'appelait Joan Mitchell et qui s'est installée en France, qui ne va pas peindre des paysages visibles. On voit bien, elle n'essaye pas d'imiter le visible, elle ne se sert pas de la perspective mathématique ou atmosphérique, elle va représenter le sentiment d'un espace. Donc ici, finalement, on pourrait dire qu'on a affaire à un paysage qui est un paysage émotionnel, et cette émotion, on peut la ressentir physiquement parce que le tableau est de dimension gigantesque, c'est bien plus que la taille d'un être humain, parce que la manière d'apposer la couleur sur la toile est très gestuelle, on a un geste couleur qui se déploie face à nous, parce que le travail de la couleur est très matiéré. On avait vu des paysages où la matière picturale, la matière peinture se faisait absente. On pouvait complètement ignorer que ce qu'on avait face à nous était une image fabriquée avec de la peinture. Ici, en revanche, la matière peinture est très visible, très présente, avec ce que l'on pourrait appeler, pourquoi pas, des empattements et des reliefs très présents sur la surface. Et il y a un petit détail amusant sur ce tableau, puisque son titre est « Chant ». Comme un chant du Midwest, parce que Joan Mitchell a grandi dans le nord des États-Unis et elle a, dans son enfance, observé, contemplé de gigantesques champs, mais aussi champs comme le champ pictural, c'est-à-dire la toile, cet espace sur lequel elle est venue travailler et sur laquelle on peut voir finalement l'empreinte de son corps et de ses émotions. C'est dans le parc du musée du Louvre-Lens que se termine notre parcours. J'espère qu'il vous a plu. Le musée du Louvre-Lens, c'est un musée un peu particulier dans la mesure où c'est un musée paysage. C'est un musée qui a été construit sur un ancien carreau de mine, un site minier, qui a ensuite été recolonisé par la végétation. Et vous avez derrière moi le bois pionnier de ce parc qui fait plus de 22 hectares, qui a été dessiné, je l'ai dit, par la paysagiste Catherine Mosbach. C'est un lieu où nous qui travaillons ici, nous avons le plaisir de pouvoir nous reposer au moment du déjeuner, nous promener, mais c'est aussi un lieu qui est ouvert à tous les visiteurs toute la journée pour se promener, se ressourcer. Et il nous paraissait donc tout à fait logique que finalement cette exposition vienne se connecter au parc du musée, et puis que certaines visites, par exemple, démarrent dans l'exposition et se terminent dans le parc. Il va y avoir pendant toute l'exposition des visites avec l'équipe de jardiniers du musée, des jardiniers qui sont adorables, mais qui ont également un savoir-faire et des connaissances incroyables concernant la flore et la faune. Et c'est donc également la possibilité de développer sa visite, de l'augmenter par la connaissance de ce que les artistes ont admiré et apprécié, c'est-à-dire des vrais paysages réels qu'ils ont ensuite interprétés. L'exposition se termine le 24 juillet et nous espérons de tout cœur vous y voir. À très bientôt au Louvre-Lens.